Et donc a priori, vous me parlez aussi de la gêne pour les gypaètes, donc il y a aussi un contexte environnemental important. Oui, c'est-à-dire que nous, notre critique du projet, là on revient à l'époque où le projet était déposé, où l'administration était en train de l'étudier, elle portait d'abord sur évidemment la santé des travailleurs et des populations, parce que avec le transport du minerai ou même le percement d'une galerie de recherche, puisqu'il était question d'une longue galerie de recherche qui partirait du village sur plus de 2 km pour atteindre la mine, eh bien, c'est évident qu'il y aurait eu dégagement de poussière, et donc du coup, c'est la population qui aurait été sous la menace donc, de l'actinolite. Nous, on a d'abord mis ça en avant, bien sûr, mais aussi tous les problèmes environnementaux. Alors, pour faire court, la mine est le gisement, on va dire. Le site minier englobe les sources du Salat, donc il y a une menace sur la rivière le Salat à sa source. On sait très bien que toutes les mines du monde, et là c'est pas une particularité de Variscan, toutes les mines du monde, on leur reproche quoi? C'est avant tout la pollution des eaux, parce qu'une mine utilise énormément d'eau et n'arrive pas à la rejeter totalement purifiée. Ça, c'est une vue de l'esprit, ou si c'est faisable en labo, ça n'est pas faisable sur le terrain dans les conditions de rentabilité d'une entreprise minière. Donc, un gros risque sur les sources du Salat, d'autant que rien n'interdit dans le permis de recherche aux porteurs de projets de forer, là, sans parler de l'exploitation, rien qu'au stade de la recherche, de forer à proximité des sources. La seule chose que c'est interdit le porteur de projet, c'est de faire un forage dans le lit de la rivière. Alors, le Salat, c'est pas large au départ, hein. Donc c'est vraiment le minimum, alors que des sources et des ruisseaux qui l'alimentent, il y en a en quantité. Donc, menace sur les sources à l'origine du Salat, et puis on est en site Natura 2000. Dans son dépôt de dossier, ça n'a même pas été mentionné, le fait qu'on soit site Natura 2000 du Mont-Vallier, parce que le classement est intervenu après le dépôt du dossier, sauf que le pétitionnaire avait tout le temps pour faire un complément. Et c'est comme ça que ça se passe. Quand quelque chose de nouveau intervient, puisque l'État n'avait pas pris sa décision, il devait apporter un complément en disant voilà, maintenant on est en zone Natura 2000. Donc avec tout un tas d'espèces assez emblématiques des Pyrénées, en fait, qu'il s'agisse des oiseaux en particulier, mais même aussi des mammifères, eh bien, tout ça, ça n'a pas été pris en compte dans cette espèce de mini-étude d'impact et mini-étude d'incidence qui a été fournie au départ du dossier. Et alors là, on en vient au gypaète, on est sur un secteur de reproduction du gypaète. Le gypaète, c'est donc le plus grand rapace d'Europe. Il est franchement menacé d'extinction. Il fait l'objet d'un plan national d'action, c'est-à-dire que l'État, grâce à l'Europe d'ailleurs, investit beaucoup d'argent pour la conservation de cet oiseau qui est quand même emblématique des Pyrénées, hein, parce qu'en fait, il s'est maintenu vaille que vaille dans les Pyrénées, mais il faut dire qu'il y a énormément de bénévoles qui travaillent, et aussi l'ONF, d'ailleurs, et aussi, je pense, l'ONCFS, qui travaille à le nourrir l'hiver, c'est pas rien, dans la neige, à lui apporter de quoi subsister. Et donc, il y a dépenses d'argent, il y a investissement des bénévoles et de professionnels, et il y a une réglementation mise en place par l'État, du fait de ce plan national d'action, qui protège sa reproduction. Cet oiseau fait pas les choses comme les autres, c'est-à-dire qu'il se reproduit à la période hivernale. Donc là, il y avait une opération minière, première visite de sécurité, autorisée par la préfète, là n'est pas la question. Vu que la route, la toute petite route d'accès à la mine est bloquée actuellement par un arrêté datant de 2012, un arrêté municipal qui interdit la circulation des véhicules à moteur, la société, donc alors, on pense que c'est plutôt Mine du Salat maintenant qui est à la main, mais là, peut-être Jacques pourra en parler, les choses sont un peu compliquées. On va dire Mine du Salat, mais de toute façon, c'est quand même, jusqu'à maintenant, Variscan Mine, qui est détentrice du permis de recherche, eh bien, a demandé à la société Air+, de se faire héliporter pour l'arrivée des experts sur les lieux et donc les ramener. En tout, il y a eu 2 allers-retours le matin d'hélico et 2 allers-retours l'après-midi. Ils devaient se poser non pas sur le carreau de la mine, parce que là, on est exactement
au ras de la zone de sensibilité par rapport à la reproduction du gypaète. La personne n'a le droit de la survoler, et donc les instructions venant du service de la DREAL, mais le service biodiversité, étaient claires. Vous avez le droit de vous poser juste en limite 500 mètres avant, au plat des pommiers, c'est le seul endroit d'ailleurs plat avant la mine, et là, vous ne survolerez pas cette zone réservée à la reproduction du gypaète. Tout était clair, sauf que on s'est aperçu, nous avons fourni les preuves, les photos, au plat des pommiers, la neige immaculée ce jour-là, et sur le carreau de la mine, les traces des patins d'hélicoptère, ça se voit, c'est énorme. Donc ils n'ont pas respecté les consignes. Alors là, il y a apparemment l'administration, bon officiellement, on ne sait pas laquelle, peu importe, a déposé plainte auprès du procureur pour infraction à la réglementation protégeant la reproduction des gypaètes. Et la procureure a donc reçu la plainte. On espère vraiment qu'elle poursuivra. Et du coup, les associations, alors à la fois le comité écologique ariégeois, Bon Stop Mine Salaud, et puis France Nature Environnement et la LPO, Ligue de protection des oiseaux, vont dans la foulée déposer plainte elles aussi, parce que du coup, on a affaire à une opération minière contrôlée par l'administration. L'ingénieur des mines était présent. L'administration nous dit, vous inquiétez pas, nous on contrôle tout sera fait dans les règles. Et on s'aperçoit que, voilà, là, alors que tout était bien défini, pour une opération minière, dans le cadre donc du permis de recherche, eh bien, la réglementation n'est pas appliquée. Et là, ils sont pris, on va dire, la main dans le sac, quoi. Mais nous, on sait que c'est pas la première infraction, loin de là. On a à juste raison, vraiment cette impression que, voilà, une compagnie qui n'est pas une compagnie d'exploitation, qui est une compagnie d'exploration minière, mais qui se comporte comme les miniers en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. C'est-à-dire, on est partout chez nous, et nous, on est au-dessus des lois. Alors, qu'est-ce que ce sera lorsque les choses sérieuses seront vraiment commencées? Parce que là, on n'est que dans des toutes petites opérations préliminaires. Mais Jacques pourrait parler plus en détail des irrégularités qu'on a constatées, hein, parce que c'est pas rien quand même. Hein. Oui, pour continuer, voilà, sur les irrégularités constatées et je dirais de la passivité ou même plus des fois de l'administration. Le 20 septembre, le jour où on a donné les clés à Bonne Maison, il y a eu un arrêté de la préfète aussi pour installer des appareils dans la mine. Pour aussi faire des analyses d'amiante dans l'air à l'époque, la première. L'arrêté disait qu'il fallait qu'il dépose un appareil à 20 mètres de l'entrée de la mine. Moi j'étais présent, donc j'ai vu, entre autres avec les autres, il a été déposé dans la mine deux appareils. Un à 20 mètres, un à 40 mètres. Bon, déjà, l'arrêté n'est pas respecté. Ces appareils sont restés toute la journée, ils les ont retirés après. Entre-temps, l'expert, c'est pas un expert, c'est le technicien qui a déposé ces appareils, a été interviewé. Il y a des vidéos qui circulent, qu'on peut voir sur Internet encore aujourd'hui. Il explique, lui, de façon honnête, exactement ce qu'il a fait. J'ai posé un appareil à 20 mètres, un autre à 40 mètres. Le personnel de la DREAL, de la préfecture de l'Ariège, qui fait son rapport, ensuite dit qu'il a été déposé 2 appareils au lieu d'un, ça ne me choque pas, mais c'est pas grave, un à 10 mètres et l'autre à 20 mètres. Mais c'est fou. Ça veut dire, voilà, il cautionne ensuite les erreurs, il les écrit pour que ça devienne la chose vraie, pour que ça se cale avec ce que la préfète. C'est inadmissible. Je veux dire, c'est pas gênant que l'appareil soit à 20 mètres ou à 40 mètres, je veux dire, ça gêne personne, au contraire, c'est même mieux qu'il y ait une analyse pour moi un peu plus loin, je veux dire. Mais c'est pour vous montrer la connivence qu'il peut y avoir parfois entre l'administration et entre les porteurs de projets. Enfin, c'est plus un projet aujourd'hui, puisqu'ils sont sur le terrain. Ça c'est inadmissible. Et là, bon, pour le gypaète, on va voir si la préfecture porte effectivement plainte, mais on en arrive à la chose absurde.
la personne de l'Adréal qui est censée faire respecter les zones de gypaète, etc., se trouve dans l'hélicoptère qui se pose à l'endroit qu'ils n'avaient pas prévu, dans la mesure où on ne leur a pas donné l'autorisation. Ça devient absurde. Bon, là, c'est le problème de la préfète. Moi, je ne vais pas faire de commentaires. Je veux dire, je vais la laisser pour parler en langage pas trop académique, je veux dire, il faut la laisser se sortir de la panade dans laquelle elle s'est foutue toute seule. Mais bon, c'est son problème, quoi. Ah oui, parce que on a quand même, dès le départ, une société qui proclame, hein, c'est vraiment, ils sont forts en communication, ils proclament bien fort. Nous, maintenant, c'est plus la mine de grand-papa. Nous, on sait faire propre, on sait faire humain, on sait faire dans le respect des populations et de l'environnement. Ils parlent de mine verte. Et là, on s'aperçoit que dans le dossier de demande, ils ne se préoccupent pas du fait qu'on est en zone Natura 2000, qu'il y a plein d'espèces protégées à respecter. La preuve, à la première ou seconde plutôt opération minière, ils ne respectent pas les consignes vis-à-vis de l'environnement. Donc, ce n'est pas les seules consignes qu'ils ne respectent pas. On sait que, et c'est de notoriété maintenant, ils ont construit un mur barrant l'accès au carreau de la mine, sur une parcelle communale. Vous croyez qu'il serait venu discuter avec la mairie pour savoir exactement, qu'il aurait même commencé par bien regarder le cadastre? Monsieur Bonnemaison, il ne regarde rien. Et le bureau d'études qui avait fait son dossier, un bureau d'études soi-disant de notoriété internationale, ils ne sont pas venus sur le terrain, les gars. Ils ont tout fait à partir de banques de données. Ils ont même fait un copier-coller de Wikipédia. C'est vous dire les références pour un bureau d'études. Alors après, il ne faut pas s'étonner que de toutes les irrégularités qu'on constate, ils ont capté une source. Alors, ils se défendent en disant c'est pas des travaux miniers, je suis désolé, s'ils ont capté une source, c'est bien pour leur bureau et peut-être même pour un appartement pour les gardiens. Ils l'ont capté sans autorisation. Essayez-vous de capter une source sans autorisation, vous verrez ce qui va vous arriver. Mais voilà, tout est à l'avenant. On a d'autres exemples encore. Hein. Apollo Minéra se vante d'annoncer des résultats mirobolants sur les concentrations de tungstène et d'or, parce qu'ils cherchent l'or aussi. Eh bien, ça veut dire qu'il y a eu toute une collecte d'échantillons sur des terrains qui appartiennent à la commune. Ils n'ont pas demandé d'autorisation à la commune, pourtant il est bien dit qu'on ne fait rien, soi-disant, sans l'autorisation des propriétaires. De plus, la recherche officiellement n'est pas commencée, mais ils ont déjà de quoi annoncer des concentrations de tungstène et d'or. Donc ils ont démarré la recherche en superficie, pas en profondeur bien sûr, mais en superficie, sans demander autorisation. Et on ne dit pas tout. Non, on ne dit pas tout parce que c'est continuel ce genre d'irrégularité. Voilà, la route est interdite effectivement dans les faits depuis depuis qu'un juge a dit que l'arrêté était valable depuis décembre. L'arrêté a été remis en vigueur, si on peut dire, parce que la route était plus déneigée l'hiver depuis que la mine a fermé, en fait, depuis 92 et avant, elle était plus déneigée. Cette année, elle a été déneigée sur les ordres de M. Bonnemaison régulièrement jusqu'au mois de décembre, et même après, jusque vers le 10 ou 15 janvier, je pense. C'est pas logique qu'un privé vienne déneiger des routes qui appartiennent à la commune, bien qu'elles n'aient pas de statut vraiment clair, mais disons qu'un conseil municipal décide de plus déneiger une route, et ce depuis 92, c'est-à-dire c'est pas le maire actuel qui était là en 92 quand l'arrêté a été mis. Il y avait un souci de sécurité à l'époque, et qui est toujours. Il y a 6 couloirs d'avalanche, il y a des chutes de pierre, il y a tout un tas d'inconvénients, il y a du verglas sur la route l'hiver, c'est pas déneigé, c'est pas pour rien. Et là, vous avez quelqu'un qui arrive et qui déneige la route contre votre volonté, sans rien vous demander, sans jamais venir discuter. Monsieur Bonnemaison à la mairie, on ne l'a jamais vu, sauf la première fois quand il est venu demander un document qui lui manquait dans son dossier. C'est là où il est venu claquer la bouteille de champagne sur le bureau du secrétaire en disant « on va rouvrir la mine de Salot ». C'est la seule fois où on l'a vu, lui tout seul, et on l'a vu quelques mois après venir avec le sous-préfet quand on a demandé expressément, on voulait en savoir plus sur ce projet à l'époque, parce que la commune n'a jamais été avertie. Un dossier avait été déposé, on ne le savait pas.
Si M. Bonne-Maison n'était pas venu déposer sa bouteille de champagne en décembre 2015, au niveau de la commune, personne ne savait qu'il y avait un dossier de déposer, qui fait quand même 42 km², qui prend 80% de la surface de la commune. Il y a quand même un manque d'information des populations. Et depuis, les populations, elles sont, je veux dire, non seulement pas informées, ni par l'administration qui répond pas, ou qui répond très tard par des phrases laconiques, même des fois qui se trompent, qui oublient les négations, etc. On se demande si c'est des lapsus ou si c'est autre chose, qu'il faut leur faire corriger. Aucune information, un mépris total. Des gens, ils arrivent, ils bâtissent des murs, comme a dit Marcel tout à l'heure, sur un terrain communal, sans demander. Ils mettent des gardiens avec des chiens qui courent après des randonneurs qui passent là tout l'été. Je veux dire, c'est pas normal. Ils changent le portail de la mine. Pourquoi? Sans demander non plus d'autorisation de travaux. Tout est à l'avenant. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de légal et tout est fait par, comment dire, par choses détournées. Il y a un étudiant qui est M. Bonne-Maison embauché, qui fait des travaux pour faire une thèse. Et cet étudiant-là, c'est lui qui l'embauche, donc un contrat chiffre, mais son maître de stage, c'est M. Marcoux à la fac d'Orléans, qui lui-même était à l'époque consultant de Variscan, et c'est lui qui a fait le papier dans le dossier en disant qu'il n'y a pas d'amiante à Salaud. Et cette thèse, elle va servir après pour dire que l'étudiant, il a trouvé qu'il y avait beaucoup de tungstène d'or. Voilà.